Azulfilaoun, bonjour. Islamophobie. Un mot qui semble avoir droit de citer désormais, en tout cas qui ne fait plus de vagues, qui ne provoque pas de tollé, parce qu'il ne choque plus, tout simplement, comme s'il allait de soi. Parce qu'il est devenu un juteux fonds de commerce pour les uns, une tranchée victimaire pour les autres, voire même porté en bandoulière par certains, revendiqué haut et fort, parce qu'il fait vendre, parce qu'il fait élire, parce qu'il trône, que dis-je, parce qu'il triomphe du haut du minaret laïque. Mais que signifie ce mot ? Est-ce une peur irraisonnée de l'islam ? Est-ce juste de la haine, de vieilles rancœurs qui se réveillent, de descendants d'ex-colonisateurs à l'endroit d'ex-colonisés, qui sont venus vivre chez eux après les avoir chassés de ces pays de cocagne, pays qui ont presque tous sombré depuis dans des systèmes au moins aussi mortifères que le colonialisme. Islamophobie. Est-ce de l'agacement ou plus encore un vrai ras-le-bol d'une société qui refuse de digérer ce qu'elle estime des islamistes envahissants qui, au prétexte de vouloir s'affirmer dans leur propre identité, dans leur identité propre, de ne pas se laisser assimiler dans le sens digestif du terme, font tache dans le décor, bouleversent leur cadre de vie. Nous poserons ces questions et d'autres encore à nos invités, avec lesquels nous allons discuter à bâton rompu, comme de vieux copains que nous sommes. Eux trois sont très jeunes, et moi je suis un peu plus jeune. Nous essaierons de comprendre, de chercher à savoir si cette islamophobie ira crescendo ou si elle finira par s'éteindre, faute de combustible, faute de comburant, faute de pyromane. Mes trois invités sont jeunes, tous trois, et ils vivent en France et ils travaillent en France. J'ai donc le plaisir de recevoir Samia Hathroubi, historienne et militante associative. Elle nous parlera du mouvement où elle est active. Samir Akasha, président d'un groupe Coexister Marseille et d'un autre groupe dont il va nous parler. Et Sarah Mahboub, étudiante en droit, elle a 22 ans. Elle fait partie du CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Samia Hathroubi, parlez-nous d'abord de ce mouvement dans lequel vous activez, dans lequel vous avez une vie associative. Alors, j'ai longtemps travaillé d'abord en France et aujourd'hui j'occupe le poste de représentante d'une fondation américaine qui travaille dans l'interreligieux. Je coordonne en fait un groupe de leaders religieux, imams, rabbins, d'activistes, aussi de membres du Parlement européen, sur des questions très diverses, alors à la fois sur les questions de pratiques culturelles et culturelles des communautés, des minorités religieuses au sein de l'Europe, et aussi sur cette question d'islamophobie qui va nous occuper un certain temps, et sur cette question d'antisémitisme, tout cela sur l'échelle européenne, donc à la fois avec des Britanniques, des Italiens, des Belges, etc. Et justement, si vous nous disiez s'il y a des similitudes entre cette islamophobie dont nous parlons et cet antisémitisme dont vous nous parlez. Alors, c'est une question importante et qu'on me pose souvent. Quel lien je fais entre les deux et pourquoi faire converger ces deux formes de racisme ? Alors, pour l'antisémitisme, est-ce qu'on peut les appeler racisme, des formes de racisme ? Oui, alors en France, il y a cette formule, à chaque fois qu'on parle de racisme, on dit antisémitisme et racisme, comme si l'antisémitisme était une autre forme, ou en tout cas avait une espèce de primauté ou une hiérarchisation. Je suis un peu mal à l'aise avec cette hiérarchisation, je parle de racisme. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, l'antisémitisme a une très longue tradition, peut-être trop longue, en Europe, aboutissant à l'Holocauste, à la Shoah en 1945, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué
des générations qui continuent à marquer nos politiques, qui continuent à marquer nos médias, qui fait que l'antisémitisme aujourd'hui n'a pas droit de citer. Chaque parole antisémite est devenue tabou. Et donc, c'est au sein des politiques, il n'y a pas pire que prononcer une phrase antisémite. Quant à l'islamophobie, c'est un phénomène tout à fait nouveau parce que la présence, en tout cas massive et visible, j'appuie sur ce mot, la présence massive et visible des musulmans n'est pas très ancienne en fin de compte. Parce que nos générations, moi mes parents viennent de Tunisie, de Tunis à proprement parler, pour être plus précise, et leur présence était invisible pendant très longtemps. Parce que invisible dans les périphéries, invisible parce qu'ils n'avaient pas de mosquée, et invisible parce que les femmes n'étaient pas très visibles dans la cité. Mais est-ce aussi parce que parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, l'antisémitisme a fait beaucoup de victimes, alors que l'islamophobie n'en a pas encore fait, du moins de la part de ceux qui portent cette islamophobie, de ceux qui la prodiguent. Si c'est un fait tout à fait important. L'antisémitisme a fait des morts, et souvent, quand il y a un acte antisémite, il y a des morts. Quand on regarde l'hypercachère, il y a eu des morts. Quand on regarde les actes de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, il y a eu des morts. Quand on regarde Ilan Halimi, il y a eu des morts. Donc c'est vrai que l'antisémitisme marque aussi par cette violence exactement, et par cette tragédie. Alors que l'islamophobie n'est pas régie de la même manière. Il est aussi une forme de racisme qui est beaucoup plus déployée de façon un peu plus vicieuse dans l'intégralité en fait, des segments de la société, du politique aux médias, au monsieur et madame lambda habitant en province, n'ayant jamais vu un musulman de sa vie, mais ayant un préjugé directement négatif contre les musulmans. Donc en fait, c'est deux formes de racisme qui ne sont pas les mêmes, effectivement, sur lesquelles on ne travaille pas de la même manière, mais en essayant de faire converger ces deux luttes, on participe à cette non-concurrence et à cette non-hiérarchisation qui est faite par un certain nombre de médias et de politiques. Mais est-ce que les Juifs vont accepter, mais je ne parle pas de votre association, sur un plan très général, est-ce qu'ils vont accepter que l'islamophobie vienne grappiller, j'allais dire, sur leur brisée? Alors, en toute honnêteté, non. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui vous diront « Non, mais j'étais au Sénat à l'initiative d'Esther Benbassa, qui est une sénatrice française, qui nous a invités pour un colloque. Et donc, je m'exprimais au Sénat il y a quelques semaines. Et la plupart des personnes présentes représentant toutes les communautés juives disaient « Non, mais vous ne pouvez pas faire le parallèle, mademoiselle. Vous ne pouvez pas faire de la surenchère dans la victimisation, etc. » C'est le discours. Mais en fin de compte, et là où je pense que j'ai eu quelques petits succès, j'ai entendu le grand rabbin de Bruxelles, avec qui je travaille depuis un certain nombre de temps, être en public, au milieu d'une manifestation, dire « il faut se battre autant sur l'antisémitisme et le racisme que sur l'islamophobie ». D'un leader national comme le rabbin Albert Guigui, il s'appelle Albert Guigui, prononcer ce mot islamophobie, c'est l'un des rares à l'échelle européenne à l'avoir fait. Et je pense que c'est aussi grâce à ce réseau-là et grâce à notre travail depuis 1 an et demi de mettre l'accent et de dire il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe et vous devez prendre la parole. Soit vous êtes du bon côté de l'histoire, soit vous faites partie des gens qui ne vous exprimez pas. Très bien. Semia. Non, Sarah. Ah, Sarah, excusez-moi. Je me mêle les pinceaux très souvent. À votre avis, qu'est-ce que l'islamophobie? Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur les propos de ma chère collègue Samia, qui disait que, et vous-même d'ailleurs, qui disait que l'islamophobie ne fait pas de victimes comme l'antisémitisme l'avait fait par exemple durant la Seconde Guerre mondiale. Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que par exemple, quand M. Bourarache est tué par des personnes parce qu'il est musulman et qu'on met un certain nombre d'années pour essayer de retrouver les gens ces supposés assassins, donc les musulmans sont quand même tués parce qu'ils sont musulmans. Ou encore, dernièrement, il y a un monsieur qui a été tué de 17 coups de couteau par un fou. Enfin, la justice l'a classé comme fou. Ce monsieur est arrivé en criant « Je suis ton islam, je suis ton Dieu ». Enfin, l'islamophobie fait des victimes autant... Alors,
pas autant que les Juifs, il n'y a pas eu de génocide musulman en France. Alors là, complètement. Mais bon, des morts, ça reste des morts. Moi, dans le fond, dans ma pensée, pourquoi j'ai dit à Sarah, j'ai posé la question à Sarah, Samia, vous voyez, Samia, Sarah, très bien. Je voulais dire surtout que est-ce que des sociétés occidentales vont attendre qu'il y ait des victimes en grand nombre pour pouvoir réagir comme elles réagissent aujourd'hui à l'antisémitisme. C'est ce que je voulais dire surtout. D'accord. Oui. J'espère qu'ils vont réagir avant qu'il n'y ait des tombereaux de morts. J'espère. Et sinon, donc, l'islamophobie, selon vous? Ah oui, alors l'islamophobie, elle a été définie par 2 chercheurs du CNRS comme étant l'ensemble des actes de violence et de discrimination envers des institutions ou des individus en raison de leur appartenance présupposée à la religion musulmane. Alors, donc cette définition de l'islamophobie est très claire. Elle est adoptée par l'ONU, l'UNESCO, Amnesty International ou encore le Conseil de l'Europe. Alors, en France, il y a encore des intellectuels qui disent « mais l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. On a tout à fait le droit d'avoir peur de l'islam. » Alors, effectivement, on peut avoir peur de l'islam. Le sens étymologique, oui, voilà, c'est la peur de l'islam, c'est la phobie de l'islam. Et comme quoi ça dériverait de l'Iran avec le Khomeini, etc. Oui. Alors, enfin, pas du tout. Oui, exactement. Etc. Ces 2 chercheurs ont dit absolument pas et ont donné une définition qui est appliquée et adoptée par des organisations internationales. Vous voulez nous la redire ? Oui, bien sûr. Alors, l'islamophobie, c'est l'ensemble des actes de violence et de discrimination qui visent des institutions ou des individus en raison de leur appartenance présupposée à l'islam. En raison de leur appartenance présupposée. Mais qui m'empêche demain, moi, de dire quelqu'un m'agresse pour une toute autre raison je dis m'agresser parce que je suis musulman. Eh bien, du coup, c'est ça. Et lui dira non, je ne l'ai pas agressé parce qu'il est musulman, je l'ai agressé parce qu'il y a telle raison. Ce sera à vos avocats de démontrer que c'est un acte islamophobe. Qu'est-ce que vous en pensez, Samir ? Pour cette situation précise, si une personne est agressée, on l'insulte, on lui dit sale arabe ou sale musulman, ça sera qualifié à condition d'exprimer clairement cette intention d'attaquer la personne en raison de son appartenance. Exactement. Si c'est une femme, par exemple, à qui on arrache son voile en lui disant retourne dans ton pays, c'est un acte islamophobe aussi. Ça doit être étayé soit par une parole qui accompagne l'acte, la violence, ou par le soit geste, par un geste. La nature du geste. D'accord, très bien. Mais sinon, vous-même, que pensez-vous de l'islamophobie? Vous êtes venu très jeune. Alors, j'ai 27 ans, du coup, je suis sur Marseille, je suis président d'un groupe qui s'appelle Coexister Marseille. C'est une association nationale, on a 25 groupes dans toute la France. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'association. Et notre travail, principalement, c'est de travailler au vivre ensemble. On a ce concept qui s'appelle la coexistence active. Et dans l'association, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ces questions. On travaille sur tout ce qui est dialogue, solidarité et sensibilisation. On essaye de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître, du coup, autour d'une table, la plupart du temps. On essaie d'organiser des visites de synagogues, de mosquées, d'églises, d'essayer d'organiser des conférences. Et vous y réussissez? Oui. À attirer des gens? Les gens sont extrêmement curieux. Des jeunes? Il y a dans la société beaucoup de tabous par rapport à la religion. Oui. Du coup, quand dans un cadre, on leur permet de poser toutes sortes de questions à des rabbins, des prêtres, des imams, à des athées, des agnostiques aussi, parce qu'on travaille avec tout le monde sur la question du vivre ensemble. Il n'est pas question de faire juste quelque chose entre les croyants. Les gens sont extrêmement curieux. Et mais les gens, la tranche d'âge, est-ce que vous réussissez à attirer des jeunes? Alors, c'est notre objectif. Coexister, c'est un mouvement de jeunes, c'est le mouvement interreligieux des jeunes. C'est de 15 à 35 ans. Il existe énormément d'associations qui font de l'interreligieux. On voulait vraiment laisser une place particulière aux jeunes. C'était la philosophie d'il y a 6 ans. Du coup, une personne qui a 36 ans, on ne va pas la jeter en dehors de l'asso, c'est juste qu'elle ne peut pas se présenter. Parce qu'à 36 ans, on n'est plus jeune Non, c'est de 15 à 35 ans. On a posé cette limite. Oui. La plupart du temps dans des associations, c'est un homme blanc de 60 ans qui dirige une association pour un certain temps, etc. On a voulu un peu casser ce schéma. Les personnes de plus de 35 ans collaborent toujours, mais c'est juste mettre le jeune au centre de l'action, à des pôles de responsabilité. La présidente de Coexister Paris, Lucie, a 19 ans. Il y a d'autres jeunes qui rejoignent l'association quand ils ont 15-16 ans, et d'autres personnes qui restent au-delà, 36-37 ans, qui sont un soutien à l'association. Et voilà, on commence toujours par l'aspect dialogue,
pour essayer de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître. Et parce qu'on pense vraiment que l'ignorance mène à la peur et mène à la violence. Du coup, si on travaille sur l'éducation, sur la déconstruction des préjugés, des stéréotypes, on peut vraiment arriver à quelque chose de vraiment positif. On a aussi, après le dialogue, on a l'aspect solidarité. Il y a se connaître et il y a aussi le faire ensemble, l'agir ensemble. On est toujours en partenariat avec une autre association. C'est celle dont vous m'aviez parlé tout à l'heure, que vous présidez aussi ? Alors ça, c'est un projet au sein de l'association. Je pourrais y revenir. C'est l'Interface Tour, c'est quelque chose d'à part. Du coup, par exemple, les équipes sur Paris, sur Strasbourg, sur Marseille, un peu partout dans les 25 groupes, on collabore toujours avec une autre association, une ONG. Ça peut être le CCFD, ça peut être une Shorba pour tous à Paris, ça peut être pour une maraude à Marseille. Et on essaye de faire une action solidarité, un don du sang, participer à la banque alimentaire, pour essayer de faire ensemble. Le troisième pôle, un des plus importants de l'association, c'est tout ce qui touche à la sensibilisation. On va dans les écoles, on intervient dans les collèges, les lycées, auprès d'institutions, de mairies, pour parler soit du fait religieux, soit de la coexistence active. C'est avec notre expérience de vie commune, avec le dialogue, la solidarité, on va partager ça. Souvent, il y a un juif, un chrétien, un musulman qui parlent face à une assemblée, un athée, un agnostique aussi parfois. Et juste le fait de voir des personnes de différentes origines, de différentes convictions, qui discutent du vivre ensemble, les gens voient que c'est possible, ils voient les actions qu'on a localement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1800 adhérents sur toute la France. 1800 ? Oui. Mais vous savez, vous faites penser à quelque chose. Je vous ai écouté tous les trois, et je me rends compte que derrière l'apathie apparente des musulmans sur cette question d'islamophobie, on a l'impression que les gens sont complètement débranchés. C'est comme si ça ne les concernait. Or, derrière ça, je vois que des jeunes sont très, très, très actifs, qui sont très impliqués. On apprend que Sarah est dans le CRI, c'est ça ? Que Samia est dans une association aussi interreligieuse, que vous êtes dans 2 groupes qui activent pour essayer de, comme vous le dites très bien, d'essayer de débrancher, de décapsuler ces peurs, de faire connaître la religion sous des dehors un peu plus sympathiques qu'on ne le dit. C'est très franchement, je n'avais aucune idée sur toute cette activité, cette effervescence. En fait, je pense que tous les trois, à des âges un peu différents, on s'inscrit dans... Alors, vous étiez... Ça me fait rebondir sur 2 choses. Vous avez dit, comment est-ce que je peux reconnaître que je me fais agresser en tant que musulman ? Oui. Et vous êtes en train de parler de cette jeunesse-là qui émerge et qu'on n'a pas vue. Mais en fait, si vous regardez bien, pendant très longtemps, la première génération, celle de nos parents, en tout cas, moi la mienne, la génération de mes parents, sont arrivés avec un seul but, c'était d'avoir des enfants qui puissent vivre en sécurité et avoir de meilleures opportunités. La deuxième génération, c'est cette génération des beurs. Et donc, quand ils étaient discriminés parce qu'ils étaient enfants d'immigrés. On les a appelés enfants d'immigrés. Et c'est pour ça que le terme islamophobie, dans les années 80, au moment de cette marche des beurs en 83, n'existe pas. Et nous, on est cette 3e génération, en fin de compte, en termes historiques et en termes d'immigration française, cette 3e génération qui s'inscrit toujours dans cette lutte anti-discrimination de nos aînés, celle de la marche des beurs qui est partie de Lyon, ville d'où je viens, mais qui a d'autres problématiques, qui vit dans un monde aussi et dans une Europe qui ne réfléchit plus aussi de la même manière. C'est-à-dire que pendant très longtemps, que ce soit en Grande-Bretagne, mais ça continue, ou en Italie, on a discriminé les gens parce qu'ils étaient immigrés, parce qu'ils venaient prendre notre travail. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus parce qu'on est 100% français, et la question de savoir si on va partir ne se pose pas. Nous sommes d'ici, et nous ne partirons pas. Et donc, c'est autour de cette visibilité maintenant, non pas de l'enfant d'immigré, même si cette question revient, mais sur cette visibilité de l'islam. En fait, la question de l'islamophobie, on est en train de se poser la question en France, mais c'est une question européenne. Et quand on regarde le Absolument, travail... il n'y a pas d'islamophobie en pays d'islam. Tout à fait. Sinon, ça saurait. Ce mouvement, en fait, que j'ai un peu vu et que j'ai étudié avec mes partenaires, il part de la Grande-Bretagne, il part en Italie, et peu importe, où les premières cibles sont d'abord les mosquées, je pense qu'il faut le dire. Les premières mosquées, donc, déjà,
mettre des bâtons dans les roues aux leaders musulmans pour construire la mosquée, c'est un premier acte d'islamophobie. Le deuxième acte, c'est taguer sur les murs des mosquées, qui arrivent quotidiennement. Taguer avec du sang de cochon. Du sang de cochon, exactement, etc. ça marche tout le temps. Les troisièmes cibles, et là c'est des cibles humaines, ce sont des femmes, visiblement vues comme, vues comme des musulmanes. C'est-à-dire que moi, c'est difficile de voir que je suis musulmane, bon, peut-être d'arabe, peut-être, mais on ne voit pas tout de suite que je suis musulmane. Et donc, c'est d'abord la femme musulmane. Et c'est pour ça que l'islamophobie est extrêmement... Mais justement. Dites-moi. Est-ce que, très franchement, est-ce que les musulmans pratiquants du courant dit salafiste, est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop avec ces, comment dirais-je, ces attributs vestimentaires un peu ostentatoires? Moi, je crois qu'une question de foi qu'on vit profondément n'a pas besoin d'exprimer ce qui peut paraître comme de la provocation. Alors, on avait cette discussion avec le recteur de la mosquée de Villeurbanne, qui s'appelle Azdin Gassi. Effectivement, il disait... Alors oui, il y a tous ces actes d'islamophobie. Oui, effectivement, il y a une réticence à accepter cette présence de l'islam en France et d'un islam français. Mais il y a aussi de notre propre communauté, de nos propres coreligionnaires, une forme d'hypervisibilité des musulmans. C'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on est dans un cadre, il ne faut pas oublier le cadre français anticlérical, où la croyance est vue comme quelque chose d'extrêmement intime, et donc quand elle s'exprime de façon visible, elle choque. Donc il faut aussi penser à ce cadre-là. Et quand, on peut le dire, il y a une présence extrêmement visible dans les quartiers de qamis, de gens qui sont en djellab, de traditions qui ne sont absolument pas liées aux traditions maghrébines. Oui, On serait maghrébiya. Je veux dire, en Tunisie, moi, je me souviens de ma grand-mère en Sefseri, avec ce grand... Et moi, je me rappelle de ma mère, qui est toujours vivante, en Meleya, de mes tantes en Haïk. C'était... Mais on ne jette pas la pierre aux femmes qui portent le voile. Tout à fait, c'est pas ce que je dis. La question que j'aimerais poser très précisément, c'est est-ce que ces jeunes... je la poserai à Samir. Est-ce que ces jeunes qui portent la barbe, qui portent leur qamis, ces femmes qui portent le djellab, ce voile intégral, est-ce que ce n'est pas une façon pour eux, pour elles, de se réapproprier ce qu'ils croient une identité perdue? Parce que ils sont, il faut le dire, ils sont rejetés par la société française. Est-ce que ce n'est pas leur façon de dire « Ah bon, vous nous rejetez, vous ne voulez pas de nous, mais nous avons notre propre identité, nous allons l'exprimer, et même si ça ne vous plaît pas, on s'en fout ». Je pense que c'est le mot, c'est la question de l'identité. Aujourd'hui, quand on parle d'islam, c'est souvent autour des femmes, de l'islamophobie, du port du voile, etc. Et on se dit, est-ce qu'elles n'en font pas trop? Est-ce que c'est pas ostentatoire? C'est juste, la Constitution garantit la liberté de culte. Le droit français garantit la liberté de croire et de ne pas croire. C'est même validé par la Déclaration européenne des droits de l'homme. Nous allons y arriver tout à l'heure sur la question de la laïcité, c'est très important. Mais je vous en prie, du coup, le cadre légal permet à ces personnes d'exprimer leur religion ou de ne pas en avoir du tout. Aujourd'hui, on ne va pas se poser de questions. Si un homme se balade en kilt écossais, etc., on ne va rien lui reprocher. Si une personne se tatoue, possède plein de piercings, etc., revendique une certaine culture qui n'est pas religieuse, ça peut aussi être issu d'une spiritualité, on ne va pas lui poser de questions. C'est vrai que le voile a absorbé énormément de crispation. On a eu un débat sur l'identité française il n'y a pas si longtemps que ça. C'est aujourd'hui le cadre légal permet l'expression du religieux et même son expression dans l'espace public. À partir de ce moment-là, de savoir si les femmes ou les hommes qui portent un camis, etc., n'en font pas trop, c'est une question de liberté religieuse. On peut avoir un débat au sein de la communauté musulmane sur ça, sur la légitimité, sur la question spirituelle, tous ces aspects-là, c'est important, mais la personne a le droit de le faire. Du coup, une personne extérieure à cette communauté qui a comme ça, n'a aucune légitimité à dire « oui, mais vous le faites pour telle raison », car je n'ai aucune légitimité si je n'ai pas de tatouage ou si je suis d'une certaine tendance ou autre, par rapport à d'autres qui sont hyper tatoués ou hyper percés, etc. C'est leur culture, comme ça peut être la spiritualité de ces femmes. C'est leur rapport à l'identité. Mais je pense qu'aussi, là c'est vraiment intracommunautaire, donc c'est même pas de l'ordre national, mais intracommunautaire, je pense qu'on a le droit aussi de se poser la question de savoir pourquoi notre jeunesse, quand elle adopte l'islam, adopte un islam venu d'Arabie Saoudite. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi ma jeunesse à moi, ma génération à moi, quand elle adopte l'islam, elle adopte le salafisme. C'est ces questions-là
qu'on a aussi le droit en tant que leader. Moi, je travaille avec des leaders musulmans quotidiennement. C'est-à-dire que j'étais avec Azzedine Ghazi aujourd'hui, l'imam Bajrafil demain, etc. Quotidiennement, on se pose la question, pourquoi est-ce que notre jeunesse adopte une forme d'islam ou un islam les plus rigoristes, que ce soit dans le fiqh ou dans la pratique visuelle. C'est cette question-là aussi intracommunautaire qu'on a le droit de se poser, qui ne sait... Alors, il y a une espèce de rigorisme et en même temps, il n'y a aucune, de la part de certaines personnes, notamment le salafisme quiétisme, aucune participation à la société française. Et donc, c'est hyper compliqué pour nous aussi d'avoir une forme d'influence au sein de la France de façon économique, politique, si on a des gens qui adoptent ces formes d'islam. Oui, c'est des questions... mais ce que disait Samir Akacha, j'aimerais qu'il me précise sa pensée. C'est vrai que ça relève de la liberté du culte, de la liberté tout court, en fait. Mais à des moments aussi cruciaux, aussi sensibles, est-ce qu'il ne serait pas préférable de ne pas trop en faire? Ça veut dire de ne pas, excusez-moi d'être aussi franc avec vous, de ne pas... Pourquoi puisqu'il est question de foi et qu'on met en cause sa propre communauté à un moment aussi, j'allais dire, alarmant pour le moins. Pourquoi ne pas essayer d'être un peu plus... Parce que c'est vivre dans la peur. Pas vivre dans la peur seulement. Non, ça peut être une conséquence de ça. C'est ne pas faire de vagues, mais pour qui? S'habiller d'une certaine manière, mais pour qui? Si une femme ou un homme, s'ils ne peuvent pas décider pour eux-mêmes leur tenue, leur spiritualité, leur choix, qu'ils soient... Voilà, c'est aussi un choix personnel et on doit leur laisser cette liberté et on doit défendre cette liberté, qu'elle soit de croire ou de ne pas croire. Et du coup, dans l'espace public, même s'il y a des crispations sur l'identité, le fait de... se cacher, c'est quelque part... Pas se cacher, non, ne vous méprenez pas sur le sens de ma question. Je ne demande pas aux gens de ne pas aller prier, de ne pas aller à la mosquée, de ne pas faire le ramadan, de ne pas donner des prénoms musulmans à leurs enfants, non. De ne pas être trop outrancier, j'allais dire, en matière vestimentaire, de ne pas tomber dans une sorte de provocation. Oui, c'est souvent une action-réaction. Quand on leur nie ce droit à cette liberté de choix, justement, en leur disant « vous, parce que vous venez de telle culture ou de telle religion, vous êtes sûrement oppressé, opprimé, etc. » Du coup, ça, pour nous, c'est un symbole un peu dégradant. Vous devriez essayer de le retirer ou de ne pas trop le mettre en avant. C'est juste de se dire, on respecte une liberté fondamentale quand on favorise la liberté de choix de chacun. Du coup, c'est pas être ostentatoire que de porter une barbe, par exemple, ou de porter un voile. C'est un choix personnel. Il y a des musulmans, des musulmanes aujourd'hui qui portent une barbe ou qui portent un voile, ou qui ne portent pas de voile ou qui ne portent pas de barbe, qui vivent très bien leur spiritualité. Absolument. C'est un choix personnel. Et c'est ça qu'on doit favoriser. C'est permettre le vivre ensemble dans la société française en respectant le cadre légal. Chacun vive sa foi comme il l'entend ou sa non-foi comme il l'entend. Exactement. À condition que lui-même respecte celle des autres. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça le vrai vivre ensemble. C'est pas imposer quelque chose à l'autre parce qu'on a une certaine vision. Et c'est ça l'origine de la laïcité. C'est très sage ce que vous dites. Samia. Sarah. On va mettre un petit prénom. On va mettre des petits trucs. Pardon. Alors, j'aimerais juste répondre à votre question. Oui, et après, j'ai une question pour vous. D'accord, très bien. Vous avez dit, est-ce qu'il ne serait pas préférable en cette période de pas trop se montrer? Oui. Non, enfin justement, la liberté ne prend pas fin lors d'attentats. Justement, il faut se battre pour qu'elle soit conservée. Quand j'entends des politiques qui disent on va faire un Patriot Act à la française, on va remodeler et tout, on peut se permettre de regarder les droits de l'homme pour certaines personnes, mais ça emmène à des dérives pas possibles. Et on a les États-Unis devant nous. Enfin, je veux dire, il faut tirer les conséquences de certaines actions et on ne peut pas se permettre de refaire le même schéma. On ne peut absolument pas. Donc, les gens qui portent le voile, enfin les femmes plutôt, qui portent le voile, le gilbeb, les hommes qui sont qui ont la barbe, peu importe, ils ont le droit de le faire. On a ce qu'on appelle une liberté fondamentale, la liberté d'exercer sa religion comme on l'entend, du moment qu'elle ne nuit pas à la liberté des autres. Eh bien ça, c'est une garantie constitutionnelle et il ne faut absolument pas l'outrepasser. Enfin ça, c'est que ce soit en temps de guerre, en temps d'attentat, absolument pas.
Mais je vous en prie. J'aimerais rebondir sur ça. C'est l'effort à faire n'est pas de la part de la population qui est victime de ce regard, mais c'est de travailler sur ce regard même, et c'est de déconstruire ses préjugés et ses stéréotypes. C'est ça le travail intense. C'est pas dans la communauté de se dire on va être un peu moins ostentatoire dans nos pratiques. Nous y viendrons tout à l'heure dans le volet de la laïcité, où nous allons parler de tout ça, de la façon dont a dégénéré cette laïcité qui est en train de devenir une sorte de religion exclusive, monopolistique. Mais sinon, je voulais vous demander, vous êtes donc au CRI, je rappelle, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, et vous vous occupez ces derniers temps uniquement, vous m'avez dit tout à l'heure, de cas d'islamophobie, d'agression islamophobe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, depuis les attentats de Charlie Hebdo, ça a été, mais on a été submergés d'affaires, parce que nous, on s'occupe des discriminations de tout genre, de la négrophobie, de la discrimination selon le niveau social, la pauvreté. Par exemple, il y a un an et demi, on s'était occupé d'un couple de Montpellier qui a été exclu de son appartement à la fin de la trêve hivernale. Et on est parti, le CRI est parti les défendre, les soutenir. Donc voilà, mais on s'occupe de toute discrimination. Mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, je parlais avec le président de notre association, on a eu 130% d'augmentation de cas d'islamophobie. 100 Oui, 130%. Et je ne fais que ça toute la journée. Je conseille des gens qui ont été victimes d'islamophobie. Quel genre d'agression islamophobe ? Alors, c'est pas vraiment des agressions physiques, c'est surtout... des injures non, moi je m'occupe en fonction avec l'administration, des problèmes avec l'administration. Et en fait, c'est des couples, par exemple, c'est des femmes, des couples à qui on arrache leurs enfants. Par exemple, pour apologie du terrorisme, supposée apologie du terrorisme. On est au courant de cette Msekni. fameuse famille à qui on a arraché 5 enfants, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. La famille Msekni, à qui on a arraché 5 enfants. On les leur a rendus depuis. On leur a rendu, grâce à une formidable mobilisation. Oui, du CRI, parce que... aucune organisation des droits de l'homme ou organisation musulmane n'a pris le pas pour dénoncer un tel rapt d'enfants, parce que c'était basé sur rien. Le dossier était vide. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont récupéré leur gosse, parce que si vraiment le monsieur était supposé terroriste, ils auraient rien rendu. Lui est tunisien d'origine, il est parti en Tunisie. Oui, c'est ça. Et on a dit qu'il était parti en Syrie, faire le djihad. Exactement. Il s'est avéré que c'était totalement faux. Et sur cette base, totalement fantaisiste, on a pris leurs enfants. Eh bien, c'est ça. Dont un bébé. Un bébé de 3 mois. Qui était au sein. Au sein, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une hystérie des pouvoirs publics. Mais il y a beaucoup de cas dans ce cas de figure, dans ce genre. Oui, j'ai beaucoup de personnes. Des gens qui en ont enlevé les enfants ou à qui on a menacé d'enlever les enfants. Alors là en ce moment j'ai des cas à qui on menace d'enlever les enfants, donc j'attends les courriers, etc. pour pouvoir faire des démarches. Mais il y a des gens à qui, par exemple un couple dans le Jura, on leur a enlevé leurs 2 enfants et on les place, ils les ont placés dans un foyer pour absolument rien. Sous quel prétexte ? Apparemment, ils ont une pratique extrémiste de l'islam. Oui. Et le papa, le mari, je ne sais pas. Le mari de la femme aurait été violent avec les gosses, les enfants, et alors que pas du tout, parce que la période de supposée violence, le mari et la femme n'étaient pas mariés et ne se connaissaient pas. Donc pour vous dire à quel point ça devient complètement fou. Deviennent complètement fous, et justement c'est absolument pas ce qu'il faut faire, c'est respecter le droit des gens, le droit commun. Et sinon des cas de discrimination dans l'emploi, musulmans, des injures. Alors moi il y a mon collègue au CRI aussi qui s'occupe d'un monsieur qui est gardien d'immeuble et qui a été viré, licencié, parce qu'il appartient à la religion musulmane, comme on dit, et on est en train de se battre au prud'homme pour ce monsieur. C'est incroyable. Ouais. Alors, la laïcité, la fameuse laïcité. À l'origine, à ma connaissance, c'était la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'avant,
c'était l'Église en quelque sorte qui avait la même mise sur le véritable pouvoir, à tel point que ce fameux symbole auquel Napoléon avait mis fin en son temps, du pape qui mettait la couronne sur la tête du monarque, symbole ô combien significatif. Et depuis ces derniers temps, on a l'impression que ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est pas seulement une question de séparation de l'Église, de la mosquée ou de la religion de façon générale, et de l'État, puisque en aucune façon la mosquée n'a prétendu vouloir s'ingérer dans les affaires politiques, ni dans l'école, ni... Or, on a l'impression aujourd'hui que la laïcité est en train de persécuter, pour le moins qu'on puisse dire, cette religion, les pratiquants de cette religion, de les pourchasser, de les suivre à la loupe. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille à Londres. La première fois que j'ai vu une femme en foulard, j'ai failli tomber à la renverse. Je n'y ai pas cru. Et après, j'en ai vu 2, j'en ai vu 3, j'en ai vu beaucoup. Et c'est des foulards qui sont remis par la police, pour que ce soit homogène, pour que ce soit le même uniforme. Et puis un jour, j'ai vu des musulmans qui avaient une mosquée au cœur de Londres. Et c'était une mosquée qui avait une architecture d'église. Donc j'ai posé la question. Ils m'ont dit, bon, c'est une église qui n'avait plus de fidèles. Donc elle a été mise en vente. Les musulmans l'ont achetée, l'ont transformée en mosquée. J'ai imaginé, en France, ça ne serait jamais passé. On l'aurait démontée, déconstruite, pierre par pierre, plutôt que de la vendre à des musulmans pour en faire une mosquée. En France, autoriser une policière à porter un voile, alors que, et j'en arriverai à la question que je voulais vous poser, alors qu'on a l'impression que c'est 2 poids, 2 mesures. Par exemple, moi je garde en mémoire la fameuse manifestation de Charlie Hebdo, quand Netanyahou est venu à Paris. François Hollande, le chef de l'État français, et M. Valls, le Premier ministre, étaient tous les 2 en kippa. Et kippa, c'est un signe ostentatoire ou ostensible religieux. Donc, je n'ai pas très bien compris. À votre avis, qu'en est-il de la laïcité, Sarah? Samia. Pardon. Il faudrait mettre des étiquettes comme ça. Alors, je pense que, pour revenir au dernier exemple dont vous avez parlé, l'évocation de l'épisode de François Hollande et de notre ami Valls, c'est ironique, hein. À la synagogue de la Victoire, qui est la plus grande synagogue et la plus ancienne de France, c'est une faute politique. Pour moi, c'est une faute politique. Et en plus, c'est une faute politique que François Hollande soit assis devant Netanyahou, que la première personne qui prenne la parole en France, dans notre pays, pour parler des Juifs, ce soit Netanyahou, qui représente Israël. Absolument. Et qui n'a pas... Et qui n'a pas... Exactement. Et qui n'a pas à représenter les Juifs du monde. Alors ça, c'est une première chose. C'est une faute politique. C'est de leur part et ils le savent. La deuxième chose, sur la laïcité, vous avez tout à fait raison de rappeler ce qu'était la laïcité. La laïcité, mais de façon très vulgaire, de façon schématique, c'est la neutralité de l'État et donc de ces fonctionnaires qui sont censés représenter cet État. C'est juste ça, la laïcité. Expliquer aux enfants, c'est très simple. C'est la neutralité de ces fonctionnaires et de son État. Or, pour reprendre l'expression de Jean Bobéro, le grand sociologue, la laïcité aujourd'hui, elle est falsifiée. La laïcité, elle est pervertie. La laïcité, elle est dévoyée de son sens propre. C'est devenu une laïcité de combat, c'est devenu une laïcité pour stigmatiser un certain nombre d'individus, où on en est arrivé à cette absurdité intellectuelle selon laquelle on demande non pas aux fonctionnaires d'être neutres, mais aux usagers. C'est-à-dire, moi, usager d'un hôpital, je dois être neutre. Moi, personne qui suis dans le secteur privé, je dois être neutre. C'est cette laïcité qu'il faut rappeler. Et là, le travail que Coexister fait et que moi-même j'essaie de faire, c'est de rappeler ce qu'est de façon fondamentale, de façon empirique, ce qu'est l'esprit de la laïcité et ce qu'est cette loi, pour se baser sur quelque chose qui est propre à notre histoire de France, pour dire, mais vous vous trompez. Aujourd'hui, qui est devenue la voleuse de la laïcité ? Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que c'est devenu l'argument de choc pour stigmatiser, utiliser de façon électorale et agresser de façon électorale les musulmans en France.
C'est vrai. Je rejoins juste Samia. Je voulais juste l'applaudir pour ce qu'elle vient de dire, parce que c'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui puisse pas discuter avec vous en vous disant la laïcité c'est ça, et quand on leur dit non, la laïcité c'est justement les représentants de l'État d'avoir une simple neutralité, de ne pas porter de signes ostentatoires, kippa, croix, peu importe, croix géante, foulard. C'est tout simplement ça. Et quand je vois par exemple une élue des Verts ELV qui refuse de marier une femme parce qu'elle était voilée et que le parti la soutienne, parce que c'est au nom de la laïcité, c'est pas ça la laïcité. Il va falloir expliquer à ceux qui nous dirigent ce qu'est la laïcité, parce que là c'est plus possible. Pour toute action, on prend le prétexte de laïcité et on le module, on fait une espèce de yaourt, alors que la laïcité est très simple. Extrêmement pointilleux en matière de législation. Ah oui, clairement. Or, ces dépassements ne sont pas prévus par la loi. Et tout le monde, dans les médias, les gens passent, ils disent la laïcité c'est ça, chacun sa définition, chacun sa définition, alors que ce n'est pas ça. La laïcité c'est tout simple. Un garçon, ou une fille d'ailleurs, peut le comprendre à l'âge de 7 ans. C'est pas quelque chose. Il faut pas avoir fait des études maths sup, maths spé, pour comprendre ce que c'est la laïcité. Donc vraiment, j'applaudis Samia, parce que c'est vraiment, merci d'avoir mis les points sur les i, parce que c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Ce qui est extraordinaire en France, c'est que tout le monde défend la laïcité. C'est quand même assez incroyable. Mais on se prend toujours la tête. Voilà, si on se base sur la loi de 1905, c'est 3 choses: séparation de l'Église et de l'État, le religieux n'intervient pas dans les affaires politiques et le politique n'intervient pas dans les affaires du religieux, et liberté de croire et de ne pas croire, la liberté fondamentale de conscience. Et quand on a ces 3 principes, on se dit, mais finalement, la France, c'est le plus beau pays du monde. Et selon ce principe de laïcité, le vivre ensemble est absolument possible. On peut être d'une tendance religieuse, ne pas croire absolument, etc. On peut s'exprimer, on a la liberté de parole, d'expression à l'intérieur également. C'est juste formidable comme modèle. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, avec les discours politiques, petit à petit, il y a une certaine atmosphère pour faire passer tout ce qui est religieux comme dans la sphère intime. C'est oui, mais la religion, c'est dans l'intimité. Oui, mais vous pouvez mettre votre voile, mais chez vous, etc. Et tout. On respecte plus ce libre arbitre des personnes, leur liberté fondamentale. J'ai même des discussions avec certains amis sur le concept de la laïcité. Oui, mais Samir, la laïcité, non, ils ne peuvent pas faire ça, etc. Et tout, sur la question du halal, etc. C'est juste, on a eu tellement de discours sur la laïcité qui s'opposent qu'aujourd'hui on pense que c'est la laïcité égale combat contre les religions. Oui. Alors que c'est la perception de beaucoup de gens. Exactement, la laïcité c'est pas une valeur, c'est le cadre légal qui permet à toutes les tendances religieuses ou les consciences religieuses, etc., de s'exprimer. C'est un cadre fantastique. Du coup, il n'y a pas de laïcité en danger ou de valeur de la laïcité, il y a juste des personnes qui sont en danger aujourd'hui parce qu'on a dévoyé le sens premier. En plus du fait, vous disiez tout à l'heure que la laïcité consiste aussi à ce que l'État n'intervient pas dans le religieux, que le religieux n'intervient pas dans les affaires de l'État. Mais en fait, si dans ce qui se passe en réalité, prenez par exemple les fêtes légales. Les fêtes légales, la plupart des fêtes légales sont des fêtes religieuses. Vous prenez le financement de certains milieux musulmans de France, ceux qu'ils ont choisis eux, Sarkozy notamment. Ils se font financer par l'État français, dont la formation d'imams, par exemple, qui sont financés par l'État français. Certaines subventions qui vont à certains et pas à d'autres, etc. Donc, en fait, pour ce qui est du cadre légal tel que défini par la loi, il n'est pas respecté. Alors que le cadre qui n'est pas prévu du tout et qui n'est pas... Là, tout le monde interprète à sa façon et tout le monde y va. Sinon, autre chose à dire sur la laïcité avant qu'on interrompe cette première partie de l'émission? Juste une chose. Oui. Sur cette croyance, en fait, il y a cette idée, je suis tout à fait d'accord avec toi, Samir, cette liberté de croyance, elle est garantie, elle est inamovible, inaliénable, tout le monde a droit de croire ou de ne pas croire, et en fait, le problème qui se pose, et à chaque fois qui sont posés, c'est au moment où on manifeste cette croyance, et c'est là où elle est réglementée, régie et encadrée par ce concept de laïcité. Mais en fait, ce concept de laïcité, il est toujours interprété par des pouvoirs publics, c'est pour ça qu'il pose problème. À partir de 83 et à partir de l'apparition des premières voiles à l'école, on a
commencé à revoir ce qu'était le concept de laïcité, nos pouvoirs publics, et ils ont commencé à l'interpréter de façon la plus radicale possible et la plus belliciste à l'égard de l'islam. Et il y a en plus une forme d'anticléricalisme acerbe en France, qui voit toutes les formes de religion comme forcément négatives, comme forcément porteuses d'arriérisme et d'oppression. Mais en fait, pour le moment, il n'y en a que pour l'islam. Clairement, la vérité. Clairement. Les autres religions ne sont pas inquiétées. Mais on a un exemple tout récent, c'est lors des élections départementales à Toulouse. Le rabbin de Toulouse n'a pas pu aller voter. Il a porté plainte à cause de ça. Oui. Parce que, comme le vote a lieu dans une école, on lui a demandé de retirer sa kippa. Oui. Ce qui est une interprétation complètement absurde de la laïcité. Absolument. Ce n'est pas un élève, ce n'est pas un étudiant. Du coup, la France a mis en cadre un cadre justement pour aller voter. Ça se passe dans les écoles de la République. Les citoyens ne sont pas sujets à la neutralité religieuse. Et du coup, on l'a empêché de voter, d'exercer son droit de citoyen. Et ça, c'est quelque chose de complètement absurde. Et aujourd'hui, ça touche en particulier les musulmans, mais ça risque de s'étendre à d'autres tendances religieuses. On a un certain discours de Nicolas Sarkozy par rapport à la cantine, le halal, le kasher, etc. Et tout. Ça, il n'est pas question de mettre du halal ou du kasher dans l'assiette d'un élève. C'est juste tout ce débat autour du repas de substitution. Oui. Aujourd'hui, il y a cette volonté d'imposer, par exemple, parfois du porc dans la cantine au nom de la laïcité. Nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'émission. C'est très important. Qu'on soit végétarien, juif ou musulman, si on a notre conscience, eh ben, les élèves qui auront une conviction particulière, pas forcément religieuse, mais iront l'après-midi en cours le ventre vide. Un mot avant de clôturer cette première partie. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Samir. Non, mais la laïcité est prise pour pour objectif final de la République, alors que l'objectif, normalement, d'une république, c'est de coexister ensemble. Et quand on entend des politiques, justement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, pyromanes, en train de mettre de l'essence comme ça, en parlant de voile à l'université, même plus à l'école, à l'université, ou encore de repas de substitution, là, on devient complètement fou. Nous allons revenir dans un petit instant pour la deuxième partie de cette émission. Merci.